Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Récompensée le vendredi 14 février d'une victoire de la musique pour son premier album solo, la chanteuse Santa, 34 ans, est devenue en quelques années l'une des figures de la nouvelle variété française. L'ex-interprète du groupe Hyphen, qui avait pris son indépendance avec le tube Popcorn Salé, a depuis intégré la troupe des Enfoirés, repris Johnny Hallyday à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques et dans son album, sorti en 2024, elle multiplie les références à Michel Berger, Mylène Farmer ou encore Céline Dion. Qui est Santa et comment s'est-elle imposée dans le paysage musical français? Récit d'une ascension dans Code Source avec Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien, et Éric Bureau, spécialiste musique au sein de ce service. Éric Bureau, le 14 juillet 2023, la chanteuse Santa est à Bruxelles, devant le Palais de la Bourse, pour interpréter son tube Popcorn Salé. Racontez-nous ce qu'il se passe pendant cette prestation. Alors en fait, elle commence au piano et soudain, on voit son piano s'élever dans les airs avec une grue qui l'emmène voler littéralement au-dessus de la Grand Place et de la place de la Bourse de Bruxelles. Et c'est très très impressionnant parce qu'elle est à 40 mètres de hauteur et elle chante, elle joue en même temps. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. On s'attendait pas du tout à ça. C'est la première fois qu'elle joue véritablement cette chanson qui est en train de devenir un tube. C'est particulièrement spectaculaire. Plus entendre dehors. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Un nouveau monde à nos pieds. Dans cet épisode, on va voir comment Santa s'est imposée comme l'une des nouvelles figures de la chanson française et comment elle a conquis le cœur du grand public. Santa, de son vrai nom Samantha Cotta, est née le 24 février 1991 à Nice et toute petite déjà, elle baigne dans la musique. Emmanuel Marolles, que font ses parents et où est-ce qu'elle grandit ? Elle grandit à côté de Nice, à Beaulieu-sur-Mer, dans un milieu un peu bohème. Son père est architecte et peintre. Sa mère est elle-même chanteuse. Elle joue dans un groupe de rock qui s'appelle Daisy Duck. Son père est d'origine française et sa mère est d'origine américaine. Et elle grandit dans un environnement très artistique, très culturel, où il y a beaucoup de monde qui passe, où on discute, on passe des soirées à refaire le monde, on fait aussi de la musique, on fait des arts plastiques. Enfin voilà, elle baigne comme ça dans un environnement qui, pour une enfant, est pas banal. Et on lui fait écouter quoi comme style de musique ? Elle a un petit peu la double culture, c'est-à-dire qu'elle a la culture de la chanson française avec son père qui écoute Alain Bachung, qui écoute Serge Gainsbourg, et puis elle a la culture plus anglo-saxonne avec sa mère qui est fan de Nina Simone, qui est fan de B.B. King, de grandes figures comme ça de la musique américaine. Elle raconte même qu'elle demandait à sa mère d'avoir un solo de guitare de Mark Knopfler, le guitariste de Dire Straits, pour pouvoir s'endormir. Donc elle baigne vraiment dans la musique quasiment depuis sa naissance. Pendant plusieurs années, lorsqu'elle est enfant, elle ne va pas à l'école. Elle s'ennuie à l'école parce qu'elle a un côté surdoué, elle n'est pas vraiment faite pour l'école. Donc assez vite, elle fait du sport, du judo, du tennis, elle est championne de France de judo. On sent que ça bouillonne en fait et que ça bouillonne très très vite chez elle, sans doute encore une fois grâce à ce milieu culturel et familial qui est très dense. Et du coup, ses parents ont renoncé, elle a continué l'école à la maison, donc avec des cours à domicile, elle a continué à être scolarisée, mais de manière, encore une fois, particulière. À l'âge de 13 ans, elle passe des auditions pour tenter d'entrer au conservatoire. Comment ça se passe ? Alors là, c'est une école de musique, entre guillemets, mais c'est une école quand même. Et ça le fait pas, en fait. Elle est atypique, elle est timide, et elle est refusée au conservatoire. Et c'est un truc qu'elle aura toujours du mal à digérer, mais en même temps, c'est sans doute la meilleure chose qui ait pu lui arriver côté musique, parce qu'à partir de là, elle a fait de la musique un peu comme elle voulait.
En 2009, Santa est scolarisée au lycée Masséna à Nice et là-bas, elle décide de monter un groupe avec des amis. Oui, alors il y a Adam, qui est son ami d'enfance avec qui elle a vraiment grandi, et puis ils rencontrent tous les deux Lynn, et ça va être un petit peu la base de leur premier groupe, et c'est un peu l'histoire de plein de lycéens qui font de la musique finalement. Alors il y en a certains qui font de la musique électronique, d'autres du rap, eux ils ont choisi de faire du rock, et donc ils commencent tous les trois, rejoints par un quatrième membre, à faire de la musique et à créer un groupe qui va être Hyphen Hyphen. À partir de là, ils commencent à faire plein de petits concerts. Comment on pourrait décrire l'ADN d'Hyphen Hyphen à la fois dans leur musique et dans le style plus général du groupe? En fait, c'est des jeunes qui ont compris que dans la musique, ce qui était important, c'était le son, mais aussi l'image. Donc, ils se trouvent tout de suite un look très fort. Ils se peignent le visage avec des gros traits noirs sous les yeux qui correspondent un petit peu aux traits d'union. Donc, le fameux hyphen en anglais. Ils ont le côté queer, LGBT, qui n'est pas à l'époque extrêmement développé. Et puis, côté style musical, c'est une sorte d'électro-pop rock, mais assez explosive. Il y a effectivement des références rock qui peuvent être très électriques, qui peuvent être un petit peu à l'ancienne. Et en même temps, il y a une façon de vouloir faire danser la pop, d'utiliser des sons électroniques, d'assumer aussi le fait de chanter avec une voix très très puissante, de chanter en anglais aussi, parce que Santa, pour elle, c'est facile de chanter en anglais et d'écrire en anglais, parce qu'elle est totalement bilingue. Et il y a un côté très physique, très cathartique, où le groupe se dit, voilà, on y va et on y va à fond. En 2015, Hyphen Hyphen sort son premier album qui comprend la chanson Just Need Your Love, chanson qui devient un tube. Oui, alors c'est un peu la carte de visite d'Hyphen Hyphen. Au départ, on découvre ce groupe à travers cette chanson qui, pour le coup, a un refrain très fédérateur qui est un peu taillé pour les stades, quoi, en quelque sorte. Et donc, forcément, c'est une chanson accrocheuse et les radios, ça leur plaît. Ils trouvent leur chemin comme ça à travers cette chanson qui va être un petit peu la locomotive de leur premier album. Éric Bureau, à cette période, Hyphen Hyphen, c'est aussi un groupe taillé pour la scène et qui écume les festivals. Oui, c'est ça qui est assez impressionnant dès le départ avec eux. Je vais les voir à Biarritz, au Big Festival, où ils sont en première partie de Johnny, déjà. C'était vraiment un moment impressionnant parce que c'était vraiment très énergique et il y avait Santa qui déjà avait un charisme et une voix qui, pour son jeune âge et sa jeune expérience, impressionnait beaucoup les gens qui la voyaient pour la première fois. Elle a ce magnétisme, elle donne ce sentiment de mettre ses tripes sur scène et de jouer sa vie au micro. Éric Bureau, le vendredi 12 octobre 2018, Hyphen Hyphen se produit à guichet fermé à l'Olympia à Paris, mais le concert ne se passe pas comme prévu. Oui, on y est tous les deux avec Emmanuel, on est au premier rang et on s'attend à ce que ça soit un petit peu une certaine consécration de leur jeune succès, mais aussi le début d'une grande histoire. Et au bout de 4 chansons, je crois, Santa donne des signes de faiblesse, elle titubait, quoi. Il y avait quelque chose de très étonnant. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle a ? On se disait, oula, il y a un problème. Et puis, au bout d'un moment, elle est tombée, mais elle est tombée comme une masse, quoi. Enfin, vraiment comme si elle avait un malaise. Tout le monde s'est regardé, y compris ses musiciens, ils sont allés la voir. Puis en fait, ils l'ont sortie de scène. Le concert a repris, tant bien que mal. Et puis, ils ont fini comme ils pouvaient, mais c'était vraiment raté, quoi. Enfin, on était même mal à l'aise pour elle, pour eux aussi, puisque, évidemment, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, ce qu'elle avait, à tel point que le concert a fini dans une espèce de demi-chaos, de grosse déception. Les gens sifflaient. Enfin, il y avait un énorme malaise à la fin du concert. Emmanuel Marolles, qu'est-ce qui se passe dans les heures qui suivent cette représentation ? Le lendemain du concert, tout le monde s'est rendu compte, à commencer par Santa, justement que ça avait été un désastre et que plutôt que de ne pas assumer, et elle, et le groupe, et la production ont décidé d'être assez constructifs. Alors, ils n'ont pas caché le problème. Ils ont effectivement dit que Santa était dans un état second, qu'elle était très, très émue et secouée à l'idée de faire son premier Olympia, qu'il y avait des choses personnelles aussi qui l'avaient perturbée dans la journée et qu'elle avait beaucoup bu avant de monter sur scène et que ça expliquait ce qui s'était passé après. Et donc, le concert n'étant pas à la hauteur, ils ont décidé d'inviter
tous les spectateurs de l'Olympia qui le souhaitaient à revenir voir le groupe quelques mois plus tard au Zénith, parce qu'il y avait déjà une date annoncée dans cette plus grande salle, parce que l'Olympia avait été complet très très rapidement. Donc c'était une façon assez habile de mettre le public de son côté, c'est-à-dire que les spectateurs qui étaient là s'étaient bien rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas normal, et quelques mois plus tard, le concert au Zénith était vraiment excellent. Santa, sur scène, à plusieurs reprises, a fait allusion au côté ça y est, on a notre revanche, là c'est bon, tout se passe bien et c'est la fête et on partage cette fête. Emmanuel Marolle, en 2019, Santa perd sa mère et à ce moment-là, elle a à peine 30 ans et elle se retrouve sans parents. Oui, son père est mort quand elle avait 19 ans. Il est mort assez brutalement et c'est aussi le cas de sa mère. Donc c'est vraiment très douloureux pour elle parce elle était très attachée à ses parents. Les relations ont parfois été chaotiques, notamment avec sa mère, mais elle a régulièrement dit que l'environnement familial qu'on décrivait tout à l'heure avait été quand même un truc assez génial pour elle, quoi. Donc tout ça avait fait ce qu'elle était aujourd'hui. Elle raconte qu'à partir de là, des années 2020, elle se met à écouter des chansons de variété et à composer en français. Un jour, elle décide d'interpréter l'une de ses chansons à ses deux autres acolytes d'Hyphen au piano. Oui, c'est un peu, tiens, je commence à écrire des chansons en français, enfin j'en ai une, qu'est-ce que vous en pensez ? Et elle joue au piano Popcorn Salé à Lynn et Adam, qui sont les deux autres musiciens d'Hyphen. Elle sait que c'est différent d'Hyphen, que ça rentrera pas dans le cadre d'Hyphen, que ce qu'elle raconte dans la chanson est trop personnel, en plus c'est en français, alors qu'eux chantent en anglais. Et tout de suite, ils lui disent « mais c'est fou, c'est génial, et il faut que tu la sortes, cette chanson. Il faut que tu continues. » Donc elle a une sorte de validation de ses camarades qui lui disent « oui, tu peux faire quelque chose à côté d'Hyphen, beaucoup plus personnel, et on t'en voudra pas. » Popcorn Salé sort le 25 mars 2022 sur son premier mini-album solo, son EP qui s'intitule 999. Et au départ, beaucoup de radios ne veulent pas diffuser ce titre. Oui, parce que c'est pas une chanson vraiment dans l'air du temps. Il y a une intro assez longue au piano. C'est une chanson de variété. C'est un petit peu hors format et les radios sont très très formatées. Et donc, il se passe pas grand chose dans un premier temps pour cette chanson. Et puis il y a un élément aussi qui était important dans la difficulté à imposer cette chanson, c'est que personne ne connaît Santa. Ça peut paraître paradoxal parce que Hyphen avait quand même un petit succès, les albums ont bien marché, il y a eu une victoire de la musique, mais Santa, c'est qui ? Personne ne sait. Alors elle fait quoi ensuite ? Ce qui est intéressant dans l'histoire de cette chanson, c'est que ni elle, ni son entourage n'ont lâché. Sur un projet comme celui-là, ils auraient très bien pu se dire au bout de 2 mois, bon, ça prend pas, on laisse tomber, on passe à autre chose. Non, tout le monde était persuadé que cette chanson était magique, qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait pas lâcher. Et donc, elle se dit que de toute façon, ça va passer par la télé parce qu'elle est dans une musique qui est très populaire, qui est très grand public, qui peut toucher un public plus adulte que Hyphen. Donc, elle fait des prestations très spectaculaires, comme celle à Bruxelles dont on a parlé au début de ce podcast. Et puis elle fait des émissions avec Nikos Aliagas. Elle est soutenue comme ça par quelques personnalités qui vont vraiment aussi beaucoup parler d'elle, beaucoup la diffuser, beaucoup la soutenir. Et au fil des mois, ça va commencer un petit peu à prendre. Et ça finit par prendre au point que Popcorn Salé, assez longtemps après finalement sa sortie, devient un tube. Oui, ça devient une chanson énorme, mais quasiment 1 an après. Moi, je me souviens que Santa, elle a fait le festival du Parisien, Paris Paradis, quelques mois après la sortie de son premier EP, la 999. Et elle a fait quelques chansons au piano et plein de gens l'ont découverte à cette occasion-là. C'est-à-dire que pareil, ils n'avaient pas fait le rapprochement entre elle et Hyphen. Et par exemple, un signe de la popularité de cette chanson, c'est qu'elle a été reprise par la troupe des Enfoirés au moment des spectacles. Donc ça, on sait que c'est un peu la consécration pour une artiste de variété. Éric Bureau, en décembre 2022, France 2 consacre une soirée événement à Michel Polnareff et de nombreux artistes sont invités pour reprendre le répertoire du chanteur devant lui. Et ce soir-là, Santa reprend la chanson « L'amour avec toi ». Comment ça se passe ? Elle commence en fait au piano, dans une version très personnelle, très, on va dire très romantique, qui retrouve le romantisme de l'original. Elle a un petit orchestre à cordes qui l'accompagne. Et dans la deuxième partie de la chanson, elle prend la guitare électrique, enfin la guitare électrique en bandoulière, et elle se lève et elle finit en rock.
Et ça, évidemment, ça c'est tout Polnareff, quoi. Le piano et le rock, même à la limite du hard rock, c'est tout à fait sa culture à lui. Et en fait, elle l'impressionne. D'ailleurs, je l'ai rencontré plusieurs mois après, Polnareff, et il m'a dit que ce soir-là, vraiment, avec Catherine Ringer, c'est la chanteuse qui l'a le plus bluffé sur une de ses reprises. Au même moment, alors que Popcorn Salé commence à bien marcher, elle travaille sur son premier album solo, un album qu'elle enregistre dans un studio qui a vu passer Céline Dion. Pourquoi c'est important pour elle ? Parce que Céline Dion, c'est la plus grande chanteuse du monde pour elle. Et c'est aussi le fantasme absolu de l'autrice-compositrice qu'elle est, Santa. C'est-à-dire qu'elle rêverait d'écrire des chansons pour Céline Dion, qui est une formidable interprète, mais qui n'écrit pas ses chansons. Et donc voilà, dans la démarche qu'elle est en train de mener, d'enregistrer quelque chose en français, le repère, la référence absolue, c'est Céline Dion. Et donc elle se retrouve dans ce studio parisien où Céline Dion a travaillé. C'est des repères comme ça qui sont importants pour elle et qui vont, je pense, nourrir même inconsciemment la force et la réussite de son album. L'album Recommence-moi sort le 22 mars 2024. Il comprend 11 titres, dont la chanson Recommence-moi, justement, qui fait beaucoup penser à du Céline Dion. Exactement. Voilà, il y a ce refrain qui est hyper fédérateur, qui s'envole. Il y a un côté comme ça très enlevé, très rythmé, très puissant, qui irait parfaitement à Céline Dion. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne autour de nous. Et donc, forcément, dans l'album et dans cette chanson, il y a des références. On pense à Véronique Sanson, évidemment, à travers le piano, mais on pense inévitablement à Céline Dion. Éric Bureau, à quoi ressemble le reste de cet album, aussi bien dans la musique que dans les textes ? C'est un album extrêmement intime. C'est aussi beaucoup de messages envoyés à ses parents. Leur perte, évidemment, est en filigrane de cet album. Et musicalement, alors effectivement, on pense à Véronique Sanson, parce que forcément le piano et la voix, mais on pense aussi un peu à Mylène Farmer pour certains aspects. Moi, ça me fait penser aussi à Johnny. Alors même si c'est plus sensible sur scène où l'énergie est très forte, mais ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas entendu une chanteuse à voix en France qui assume autant à la fois sa voix, mais aussi la variété française, la grande variété française. Si on se penche sur les textes, c'est donc assez intime. Emmanuel Marolles, est-ce qu'en interview, Santa, elle se livre facilement sur son état d'esprit, ses doutes ? On a fait la première interview ensemble de son tout premier EP quand Popcorn Salé est sorti, avant le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle était très très fébrile. Je me rappelle qu'elle est venue au journal ici et elle tremblait quasiment en parlant parce qu'elle savait que là, elle allait parler d'elle, qu'elle allait pas se cacher derrière le côté groupe, le côté bande de potes qui fait de la musique. Et donc là, c'était un moment assez intime pour elle où elle savait que elle se mettait à nu à travers ses chansons parce que ça l'a renvoyée à son enfance, à ses blessures personnelles, familiales, à sa sexualité. Il y avait quelque chose de très particulier. Je me rappelle qu'elle m'avait dit l'EP s'appelle 999 parce que c'est 666 à l'envers. 666, c'est les chiffres du diable. Et elle disait, c'est soit on bascule et on sombre complètement avec les 666 et le 999, c'est une façon de positiver, d'être dans l'énergie, d'être dans des choses enthousiasmantes pour se sortir un peu du côté obscur qui a pu me hanter pendant des années. Éric Bureau, on en vient à la date du vendredi 14 février 2025, soirée des Victoires de la musique, la 40e édition à la Scène musicale à Paris est diffusée sur France 2. Santa est l'artiste qui cumule le plus de nominations dans 4 catégories et elle vient chanter son titre en lice pour la chanson de l'année, Recommence-moi. Santa ! Racontez-nous ce moment. Oui, c'est la grande favorite des Victoires. Il y a 4 nominations, c'est la seule qui arrive avec ça. Elle apparaît à 5-10 mètres de haut, attachée à un filin, la tête en bas, les bras en croix. Donc voilà, c'est la première image qui est vraiment très très
fulgurante. Et ensuite, elle redescend sur la scène. Mais là, il y a 12 musiciens classiques de cordes qui vont s'envoler dans les airs à leur tour pour accompagner justement la prestation et qui d'ailleurs vont jouer dans les airs pendant toute la durée du titre. Techniquement, moi j'avais jamais vu ça, en tout cas que des artistes classiques comme ça avec leur violoncelle et leur violon s'envolent comme ça. Mais c'est aussi, elle va dans la salle, elle va chercher les spectateurs et elle va chercher le téléspectateur aussi, une fois de plus, pour créer un moment spectaculaire. Dans la catégorie album, les nommés sont... Un peu plus de 2 heures après le début de la cérémonie, c'est le moment de décerner la victoire de l'album de l'année dans laquelle Santa est nommée. Racontez-nous cette séquence. La soirée est bien avancée, l'artiste féminine de l'année est passée et c'est pas elle, c'est Zao de Sagazan qui à nouveau est récompensée après 4 victoires l'année dernière. Et là, elle commence à s'inquiéter un petit peu, Santa. Kerenan arrive sur scène, c'est elle qui va remettre le prix de l'album de l'année. Elle ouvre l'enveloppe et tout le monde est très fébrile, en particulier Santa. La victoire de l'album est attribuée cette année à Recommence-moi de Santa. Première victoire de la soirée pour le phénomène Santa. Ouf, voilà. C'est son moment, donc elle va sur scène, on la sent très très émue, elle étreint les gens de sa maison de disques, sa manageuse, ses 2 amis d'iPhone qui sont toujours près d'elle. Et elle va avoir un discours vraiment très émouvant. Merci infiniment. Et dire que ces chansons ne devaient pas sortir de ma chambre, me voilà face à vous, tremblante. Cet album compte énormément pour elle. Elle le dédie à ses parents. Je dédie cette victoire à mes parents et cet album à mes parents aussi. Un peu de vos voix est passé dans mon chant. Et elle finit d'ailleurs son discours en chantant une des chansons de l'album où justement elle leur rend hommage. Merci. Vous le saurez peut-être jamais, mais je l'espère qu'au paradis, il fait beau. C'est pas moi qui le dis, ce sont les oiseaux. Au paradis, les nouvelles sont bonnes, les chansons là-bas, ils résonnent. Merci. Bravo Santa. Emmanuel Marolles, on l'a raconté dans ce podcast, la carrière de Santa est déjà longue, mais son succès, il a mis du temps à arriver, il s'est construit pas à pas. Oui, c'est un peu un succès à l'ancienne en fait, et c'est toujours assez réjouissant de voir qu'il n'y a pas aujourd'hui simplement des succès éphémères qui vont émerger des réseaux sociaux, qui vont devenir un truc de fou en quelques mois et qui vont peut-être disparaître aussi vite. Là, c'est vraiment une artiste qui s'est construite au fil du temps, d'abord en groupe, et puis à un moment d'être dans quelque chose de plus intime, parce que sans doute l'âge aidant, on a envie de raconter d'autres choses aussi, on a envie d'être direct avec le public, et aussi l'envie de toucher plus de monde, hein, clairement. Je pense que le fait de faire cet album en français et de reprendre Mylène Farmer, Michel Berger, comme on l'a dit, c'est aussi une façon de s'inscrire complètement dans le paysage musical français. On a des jeunes artistes qui émergent, on a des Iseult, on a des Zao de Sagazan, mais on n'avait pas depuis longtemps quelqu'un comme ça qui incarne une certaine tradition de la grande variété française. Et là, on a une jeune artiste qui l'incarne et qui est sans doute là pour un petit moment. Merci à Emmanuel Marolles et Éric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller, Clara Garnier-Amouroux et Pénélope Gualquierotti. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, à laisser des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. On vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.